Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali pourraient bientôt regagner leur pays. C'est la tournure que prend cette affaire. Jeudi, une délégation officielle ivoirienne s'est rendue à Bamako pour conclure un mémorandum actant leur libération. Le Rwanda ne serait pas impliqué dans les combats dans l'est de la RDC, c'est Kigali qui l'affirme, mais le pays peine à convaincre. Jeudi, dans un rapport, l'ONU a révélé avoir les preuves de l'implication des forces de sécurité rwandaises en République démocratique du Congo. Et enfin au Cameroun, nette amélioration en matière de défense des droits humains. C'est en substance la conclusion d'un rapport annuel publié par la Commission des droits de l'homme, l'un des dispositifs mis en place par le gouvernement pour protéger les citoyens, un numéro vert, le 1523. L'affaire traînait depuis juillet dernier, mais pourrait enfin trouver une issue. Jeudi, une délégation officielle s'est rendue à Bamako pour tenter de faire libérer les 46 soldats ivoiriens détenus et accusés d'être des mercenaires. À l'issue de cette rencontre, la signature d'un document actant leur libération. Émeric Torognan. Depuis la détention en juillet des soldats ivoiriens, accusés par les autorités maliennes de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali se sont dégradées. Abidjan assure que ces 49 soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA et exige leur libération. Mais pour Bamako, ils ne sont rien d'autre que des mercenaires en mission de déstabilisation du pouvoir malien. Après une médiation, le Mali avait libéré les 3 femmes membres du contingent ivoirien quelques semaines plus tard, sans pour autant lâcher prise. Après la visite de la délégation ministérielle ivoirienne jeudi à Bamako, l'heure est désormais à la décrispation. C'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne. Il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de la Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois, il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. C'est ce que nous avons fait. La rencontre entre la délégation ivoirienne et les autorités maliennes s'est déroulée dans une ambiance fraternelle selon les 2 parties qui ont signé un mémorandum d'accord en présence du ministre togolais des Affaires étrangères, facilitateur dans cette crise entre les 2 pays voisins. Le document signé devrait hâter la libération des 46 soldats ivoiriens. Nous avons pu noter la volonté de part et d'autre d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos 2 pays. Nos discussions ont pu permettre d'aboutir à la signature d'un mémorandum d'accord pour promouvoir la paix et œuvrer au renforcement des relations d'amitié. Les 46 soldats ivoiriens pourraient bientôt être libérés, peut-être avant le 1er janvier comme l'ont exigé les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, sous peine de sanctions contre le Mali. Mais un obstacle persiste, le dossier est devant la justice malienne qui a déjà engagé des poursuites. Au Mali, toujours, la quasi-totalité des groupes armés signataires de l'important accord de paix d'Alger en 2015 ont suspendu jeudi leur participation à cet accord. Argument avancé, l'absence persistante de volonté politique de la junte au pouvoir à appliquer les conditions de l'accord et la réconciliation au Mali. La décision prend effet jusqu'à la tenue d'une réunion avec la médiation internationale en terrain neutre afin de statuer sur l'avenir du dit accord. Par ailleurs, les groupes armés ont lancé un appel pressant aux organisations humanitaires pour aider les populations en détresse dans ces régions. C'est un nouveau rapport qui vient épingler le Rwanda. Jeudi, les experts de l'ONU ont conclu qu'ils avaient des preuves de l'implication des forces de sécurité rwandaises en RDC. Depuis plusieurs mois, les combats dans l'est du pays ont repris entre rebelles du M23 et l'armée fédérale congolaise, laquelle accuse son voisin de soutenir ce groupe armé. Plus de détails avec Mathieu Nicolas. Entre le Rwanda et la communauté internationale, le fossé semble se creuser. Le dernier rapport de l'ONU sur la guerre à l'est de la RDC vient jeter un nouveau pavé dans la mare. Dans ce rapport qui va être publié, des experts de l'ONU assurent que le Rwanda a appuyé le déploiement des rebelles du M23 à l'est de la RDC. À Kigali, ces accusations ne sont pas du goût des autorités. Le porte-parole
appelle à ne pas tirer des conclusions hâtives. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on ait le rapport, bien sûr, d'une façon officielle, qu'on examine les preuves dont on parle et qu'on puisse aussi y répondre. Là, on se base sur des bribes qui sont sorties. Et mais ces bribes-là, par exemple, il n'y a pas possibilité qu'il y ait une once de vérité là-dedans? Pour qu'on parle d'une once de vérité, il faut qu'on puisse avoir des choses matérielles. Pas seulement, se baser sur des paroles. Dans ce rapport, les experts affirment avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention des forces de défense rwandaises, les RDF, sur le territoire de la RDC. Des actions qui auraient eu lieu entre novembre 2021 et octobre 2022. Mais à Kigali, le gouvernement continue de nier tout soutien au groupe rebelle. Pourquoi est-ce que le Rwanda devrait soutenir le M23 ? Le Rwanda est capable d'assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de son peuple. On n'a pas besoin d'un groupe armé pour pouvoir aider le Rwanda. Donc vous ne soutenez pas le M23 ? On ne soutient pas le M23, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on parle de la sécurité du Rwanda qui est menacée par certains groupes armés à l'est du Congo. Déjà sous pression de chancellerie occidentale, le Rwanda se retrouve accusé dans ce nouveau rapport des Nations Unies. Pourtant, Kigali continue de crier son innocence. Mais le rapport de l'ONU pourrait marquer un tournant diplomatique espéré par le gouvernement congolais. Et ce rapport intervient alors que les affrontements se poursuivaient jeudi à une 60aine de kilomètres au nord de Goma, entre des milices et le M23, et ce, malgré plusieurs tentatives de cesser le feu et 2 initiatives de discussion à Luanda et Nairobi engagées par les pays de la région. Et autre région du continent, toujours en proie à un conflit armé, le Tigré en Éthiopie. Jeudi, le président kényan Uhuru Kenyatta annonçait qu'il se rendrait à Mekele avec l'équipe de suivi-vérification de l'Union africaine pour vérifier la mise en œuvre de l'accord de paix éthiopien signé le 2 novembre dernier à Pretoria. Je vous propose de l'écouter. La véritable déclaration qu'ils doivent faire sera celle qu'ils feront lorsque nous serons à Mekele dans les prochains jours, pour observer et vérifier les actions. Parce que les documents sont une chose, ce que nous voulons maintenant, ce sont les résultats concrets. Je ne veux pas mentionner de date précise, mais disons avant la fin de ce mois. C'est pourquoi j'ai dit dans quelques jours. En Ouganda, la seconde cargaison de vaccins expérimental contre le virus Ebola est arrivée dans le pays. La souche soudanaise du virus a été responsable de dizaines de décès dans ce pays d'Afrique de l'Est. Ces vaccins seront utilisés dans le cadre d'un essai médical au cours duquel toute personne contaminée ou atteinte seront vaccinées. Explication de Valentine Exantius. Dans ces armoires frigorifiques, des lots de vaccins. Au total, ce sont plus de 4160 doses de vaccins contre le virus Ebola qui ont été livrées par l'OMS. C'est le deuxième lot de vaccins expérimentaux livrés à l'Ouganda. Des vaccins destinés à être testés contre la souche soudanaise d'Ebola, responsable de 56 décès dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Nous allons faire une révision du protocole pour changer de méthodologie. Au lieu de donner le vaccin au cas contact, si les experts mondiaux le conseillent, on le donnera aux volontaires qui sont prêts. Et ces volontaires viendront volontairement, gratuitement. L'arrivée de ces vaccins d'essai marque une nouvelle étape dans la gestion de l'épidémie. Ils seront essayés sur des patients Ebola confirmés, ainsi que sur leurs cas contacts à 2 niveaux de proximité. Nous avons maintenant la capacité en Ouganda de faire un essai du vaccin contre la souche soudanaise d'Ebola, même si elle ne se propage pas ici aujourd'hui et qu'elle se propage dans un autre coin du monde. Ce processus nous permet donc de disposer d'une capacité qualifiée qui constitue un atout, non seulement pour l'Ouganda, mais aussi pour le monde entier. Après la levée samedi du confinement dans les districts de Mubende et Kasanga en vigueur depuis 2 mois, l'arrivée de ce deuxième lot de vaccins destinés à des essais médicaux semble être un réel soulagement pour les autorités ougandaises, au point que l'OMS considère que le pays a commencé le compte à rebours vers la fin de l'épidémie. Les soupçons autour des 69 enfants gambiens morts d'une insuffisance rénale à cause des sirops pour la toux seraient-ils sur le point d'être résolus ? Jeudi, une commission parlementaire gambienne a recommandé que des poursuites soient engagées contre le fabricant indien de ces sirops. Les détails avec Lorraine Mabou.
C'est une affaire qui a fait grand bruit en Gambie et même au-delà des frontières. En octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait émis une alerte concernant 4 sirops contre la toux produits par le laboratoire Maiden Pharmaceuticals. Presque 3 mois plus tard, l'agence onusienne estime que ces produits ont un lien avec les 69 enfants morts d'une insuffisance rénale. Le comité restreint conclut que tous les cas d'insuffisance rénale aiguë sont liés à la consommation de produits médicaux contaminés importés par Atlantic Pharmaceuticals et fabriqués par Maiden Pharmaceuticals Limited en Inde. La cause réelle du décès de ces enfants fait toujours l'objet d'enquêtes scientifiques. Des tests de causalité sont actuellement effectués par le ministre de la Santé et ses partenaires. L'inspection de l'usine située dans la ville de Kundli, à une quarantaine de kilomètres de New Delhi en Inde, a mis en lumière des polluants potentiellement dangereux pour la santé. Selon le directeur de Maiden Pharmaceutical, les sirops produits par son laboratoire ne sont pas responsables du drame. Le comité spécial est convaincu que Maiden Pharmaceuticals Limited est coupable et doit être tenu responsable de l'exportation du médicament contaminé qui a été lié à la mort d'au moins 70 enfants en Gambie en 2022. Une commission parlementaire gambienne, créée en octobre dernier après l'alerte lancée par l'OMS, s'est réunie jeudi pour réclamer l'interdiction de production des sirops ainsi que la poursuite de cette société pharmaceutique indienne. Tous les produits doivent être soumis à un contrôle avant d'être mis sur le marché pour être distribués et utilisés. Cela permettra de s'assurer que ce qui est commandé est bien livré afin d'éviter ce qui s'est passé dans le cas d'Atlantic Pharmaceuticals. Début octobre, la mort de 69 enfants gambiens avait été signalée. L'OMS avait mis en cause des sirops utilisés pour la toux. Une analyse réalisée en laboratoire avait révélé que 2 composants toxiques avaient pu causer de nombreux symptômes comme des douleurs abdominales, des vomissements ou encore une altération de l'état mental. Nette amélioration en matière de défense des droits humains au Cameroun, c'est la substance du rapport annuel 2021 publié par la Commission des droits de l'homme du pays à l'issue de la 4e Assemblée générale ordinaire. L'un des dispositifs innovants mis en place par le gouvernement, un numéro d'urgence, le 1523. Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo et Cyril Guéjaï. En fonction, depuis le 29 avril 2021, la Commission des droits de l'homme livre son rapport d'activité au terme des 3e et 4e Assemblées générales ordinaires à Yaoundé. L'organe mis en place pour assurer la défense des droits humains sur l'ensemble du territoire national s'inscrit dans la mise en place d'un mécanisme solide pour lutter contre toute forme de violation. Tout d'abord, dans le cadre de la prévention, le nombre de requêtes traitées a quasiment doublé en l'espace d'1 an. Nous sommes passés de 176 lieux, visites de lieux de privation de liberté en 2021 à plus de 350 visites de lieux de privation de liberté en 2022. Cela a été fait aussi bien par le siège que par les 10 antennes régionales que nous avons à travers le pays. Ça c'est sur le terrain de la prévention de la torture. Et on sait que c'est l'un des sujets. La torture est un crime international. Selon des récents chiffres, plus de 1000 cas de violation de droits humains ont été recensés au Cameroun en 2021. La Commission répond au numéro vert 1523 pour permettre à chaque citoyen de dénoncer toute forme d'atteinte à ses libertés, une mesure mise en place en juillet 2022. En mettant en service le numéro vert de la Commission qui permet à tous les citoyens, à tous les habitants du Cameroun et même aux Camerounais qui vivent dans la diaspora de dénoncer les violations de leurs droits à la Commission parce que la Commission des droits de l'homme du Cameroun protège et a des moyens d'intervention pour protéger les Camerounais qui vivent dans les pays étrangers. 2023 approche à pas de géant et la Commission ambitionne renforcer ses capacités en outillant ses commissaires à travers des séminaires de formation. L'objectif est être plus efficace face à de nombreuses crises, à l'instar de la crise dite anglophone qui a entraîné la mort de plus de 126 civils ou encore les affrontements intercommunautaires et les attaques de Boko Haram qui ont déjà poussé plus de 30 000 citoyens à rejoindre le Tchad et le Nigeria voisins selon le dit rapport.
À Yaoundé, capitale politique du Cameroun, difficile de trouver du poulet, aliment phare sur les tables de Noël. Très prisé en cette période, cette viande est en quasi pénurie dans les marchés de la ville et se vend donc très cher. Une situation que digèrent mal les populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Gaël Jakam et Siringi Joy. Marché Vogada, lieu réputé pour la vente de poulet à Yaoundé, c'est une ambiance morose qui prévaut loin de celle des jours ordinaires. À 3 jours seulement de la fête de Noël, la viande blanche est presque inexistante sur les étals, quasi vides, et quand bien même on en trouve, elle coûte assez cher. Par rapport aux périodes de fête des années antérieures, le poulet est devenu tellement cher. On ne sait même pas si on va s'en sortir dans ce pays à cette allure. À l'origine de ces chertés et raretés du poulet, l'augmentation du prix de la provende et la pénurie des poussins, choses ayant contribué à freiner leur élevage à maturité. Le sac d'aliments qu'on achetait à 17 800 s'est élevé à 21 000. Du moment où on devait mettre les poussins pour sortir en décembre, les gens n'ont pas eu les poussins. C'est ça qui a causé le manque actuellement. Ici, les prix varient entre 5 000 et 12 000 francs CFA. Un barème assez difficile à atteindre pour bon nombre de clients qui préfèrent rebousser chemin. C'est cher. On n'arrive même pas à acheter comme on a prévu. Donc on attend d'ici la semaine prochaine, peut-être ça va changer. Même l'activité des plumeurs a pris un coup. Il faut désormais s'armer de patience au quotidien pour espérer arracher un client et se faire des chiffres en cette période de vache maigre. Une situation qu'ils digèrent très mal et qu'ils espèrent rentrera à la normale avant le 1er janvier 2023. Au Maroc, une explosion secoue le port de Mohammedia. Le préavis de grève levé pour le nouvel an après un accord signé entre syndicats et direction de la SNCF. Et la justice belge qui annonce le maintien en détention de l'eurodéputée grecque Eva Kaili. C'est le reste de l'actualité réalisé par Souilas Bailly et Noendong. Un spectaculaire incendie s'est déclaré dans un dépôt de gaz jeudi près de Casablanca sans faire de victimes. L'impressionnant sinistre s'est déclaré vers 18h heure locale dans un entrepôt de gaz de la ville côtière de Mohammedia dans l'ouest du pays. 5 camions-citernes d'une charge de 8 tonnes chacun ont été détruits par les flammes. L'incendie a été maîtrisé 2h30 plus tard par les pompiers. Les secouristes ont sécurisé la zone mitoyenne du dépôt incendié et évacué les habitations voisines par précaution. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie. Grève des contrôleurs en France. Les syndicats et la SNCF ont signé ce vendredi un accord qui lève le préavis de grève pour le nouvel an sur proposition de la SNCF. La direction de la SNCF avait proposé des mesures complémentaires lors d'une réunion jeudi soir avec les syndicats afin de trouver une issue au conflit. Parmi ces mesures, la création d'une direction des chefs de bord, l'embauche de 200 emplois supplémentaires et une hausse de leurs primes spécifiques. L'ensemble des syndicats ont signé l'accord. Le préavis de grève pour le nouvel an est donc levé. La justice belge a ordonné jeudi le maintien en détention provisoire de l'eurodéputée grecque Eva Kaili, inculpée dans une enquête pour corruption impliquant le Qatar. La Chambre du Conseil de Bruxelles a rejeté la demande d'un placement sous bracelet électronique et a prolongé la détention préventive d'1 mois d'Eva Kaili. Ses avocats pourront faire appel de cette décision. Eva Kaili, 44 ans, ex-vice-présidente du Parlement européen, a été déchue le 13 décembre de sa fonction dans la foulée des premières révélations, mais elle nie toute corruption. Dégager les dirigeants libanais qui bloquent les réformes, pouvait-on lire ce matin dans le quotidien libanais El Nahar. Dans cette interview, le président français Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots au sujet de la gouvernance du Liban, le pays enlisé dans une crise économique et politique. En effet, depuis le 31 octobre, le Liban est sans président depuis l'expiration du mandat de Michel Aoun. Et quant aux députés, ils restent profondément divisés entre le camp du Hezbollah pro-iranien et celui qui lui est hostile. Il vous arrive peut-être de faire le même trajet sans prêter attention aux détails des bâtiments ou des rues qui vous entourent. Eh bien, en Tunisie, Mourad Bencher Ahmed, un photographe, a décidé de capturer ces petits détails qui se cachent dans la médina de Tunis à travers des photos qu'il publie sur son blog Lost in Tunis. Valentine Exantus. Je m'appelle Mourad Bencher Ahmed, je fais de l'exploration urbaine à Tunis principalement et j'ai lancé un blog qui s'appelle Lost in Tunis. Voici l'une des plateformes sur lesquelles Mourad Bencher Ahmed
publie ses nombreuses photos des plus beaux monuments de la Médina de Tunis. Entre histoire et modernité, ce passionné de photos scrute les moindres détails de la ville d'ancienne architecture arabo-musulmane. 1 à 2 fois par semaine, ces clichés postés en ligne ne manquent pas de stimuler la curiosité de sa communauté virtuelle. La réaction la plus souvent, c'est des gens qui disent « Ah, on a des endroits comme ça en Tunisie, pourquoi je ne l'ai jamais vu? Pourtant, je passe souvent par cette rue, je n'ai jamais prêté attention aux détails. » Ces bâtiments, pourtant connus des habitants du quartier, n'attirent plus leur regard, et ce, malgré les richesses dont regorge la ville. Pour moi, la Médina elle est très intéressante d'un point de vue historique et architectural. Ça fait plus de 1000 ans qu'elle existe, donc elle a été le théâtre de beaucoup de dynasties, d'événements. Et même si certains endroits ont l'air délabrés, plus on gratte, plus on découvre des choses intéressantes, des personnalités qui ont vécu là-bas, des événements historiques qui se sont passés. Par son œil aguerri, ce jeune Tunisien a déjà convaincu de nombreux adeptes. Il espère amener la population locale à lever la tête et prêter un peu plus attention aux détails que leur offre la Médina de la ville de Tunis. On se quitte direction les rues de Buenos Aires, en Argentine. 4 jours après la victoire mondiale des Argentins face à la France, une toute première fresque murale représentant Lionel Messi levant le trophée a été peinte. Je vous laisse regarder. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir pour la prochaine édition et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud.